ici Radio Chirimoso, la voix du plus jamais ça. Bienvenue à notre bulletin du 28 février 2026. À la présentation, Béatrice Nimbona. Vous serez également en compagnie de Joe Dalton Dorichimha. Et comme à l'accoutumée, ce bulletin vous a été préparé par Emmanuel Ngurunziza, qui en assure aussi la régie d'antenne. Au menu de ce numéro, deux principaux titres. Il sera question d'abord de la commission dite Vérité et Réconciliation, dont nous poursuivons la critique systématique des productions et des méthodes utilisées dans son ignoble entreprise de falsification de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi. Nous analyserons également l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le M23 poursuit vaillamment son combat de protection des Tutsis dans cette région. Nous vous rappelons que nos émissions sont disponibles en ligne sur les plateformes Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Encore une fois, merci de votre fidélité à la voix du plus jamais ça. Nous commençons ce numéro par la commission dite Vérité et Réconciliation au CVR en sigle. Et il vous souvient certainement que lors de notre dernière livraison, nous avons signalé ces manœuvres tactiques que cette commission déploie sur ses plateformes Facebook, YouTube et Twitter afin de mettre hors de la vue ces productions ayant déjà fait l'objet d'analyses critiques, que ce soit de notre part ou de la part des acteurs habilités. À l'occasion de notre dernière visite, c'est-à-dire au moment où nous nous apprêtions ce bulletin, le site web de la dite commission affichait des messages publicitaires dans une langue que nos spécialistes identifient comme étant le turc. Suspension pour retard dans le paiement. Panne technique réelle ou simulée dans le cadre des manœuvres déjà évoquées. Rien n'est moins sûr. Qu'à cela ne tienne, en ce qui nous concerne, nous poursuivons notre critique des bulletins de cette pseudo-CVR. C'est ce que nous présente Emmanuel Ngurunziza. Le bulletin numéro 9 de la CVR a été publié en juin 2020. Il est en français et c'est un numéro spécial, du moins selon les écrits de la même CVR. Il couvre 4 pages comme la plupart des autres numéros. La première page commence par un encadré qui informe les lecteurs que, je cite, par décret numéro 100/016 du 1er juillet 2020, le président de la République du Burundi a élevé dans l'ordre de mérite du travail ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye, fin de citation. En un événement en soi, ou plutôt si, quand un dirigeant génocidaire décore un champion du négationnisme et du révisionnisme, c'est quand même quelque chose. Sur cette même page se trouve un éditorial pour le moins simple. En effet, il ne fait qu'annoncer qu'une famille d'Ogitega au centre du pays a obtenu une nouvelle maison lui construite par la CVR. Et c'est sur cette même maison que porte l'autre titre de la première page, à savoir « La CVR a tenu sa promesse ». Un peu plus loin, la CVR annonce qu'elle a tenu promesse, comme si elle a réalisé une œuvre grandiose et surtout allant dans le sens de sa prétendue mission. Hélas, il n'y est question que d'une simple et ordinaire compensation d'une famille dont elle a eu à offrir une nouvelle maison du fait que la première était située sur un site où la pseudo-CVR a fait ses exhumations. Qu'il soit rappelé à ce niveau que les compensations de propriétés qui sont détruites à cause de la construction d'ouvrages d'utilité publique relèvent de l'ordinaire. On se doit quand même de s'arrêter un tout petit peu sur ce que Pierre-Claver Ndayicariye déclare à cet égard. Je cite: la CVR n'a pas été mise sur pied pour servir de tribunal ou de cadre de vengeance des uns sur les autres. Fin de citation. C'est comme s'il énonçait l'inverse de sa vraie mission. Comme pour ne pas faire exception, la deuxième page n'arbole qu'un seul titre, à savoir « La maison de Chanel Barikibasabe à Mutobo », selon Pierre-Claver Ndayicariye. Cette dernière constitue, je cite, « un des miracles de Dieu ». Fin de citation, car selon toujours le président de la CVR, elle a été construite pendant un temps record, soit 5 jours. Une véritable comédie. À la troisième page, il n'y a aussi qu'un seul titre. Enfin, à la quatrième, c'est toujours un seul titre, à savoir Marangara, des fosses communes près des habitations. Ici comme ailleurs,
Comme toujours, la CVR parle de vérité pour couvrir un grand mensonge aux intentions criminelles. Le rédacteur prétend que la fosse a été découverte au hasard d'un terrassement effectué dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'utilité publique, à savoir une salle communautaire. Il ajoute sans se gêner que les nombreux ossements qui y ont été découverts sont ceux des victimes de la crise de Nega Marangara de 1988. Ce que ces scribes ignorent, c'est que personne ne se laisserait convaincre par cette conclusion selon laquelle le seul fait d'apprendre qu'un endroit X se trouve un tas d'ossements humains signifie qu'il s'agit de victimes de telle ou telle autre période. Enfin, à la 4e page, on lit, je cite, « Le seul objet permettant l'indication de ce site est un arbre appelé en langue locale Igitongati, planté en 1988 par les familles des victimes pour la mémoire. La fosse commune a été découverte 2 semaines avant sur le site du terrassement d'intérêt pour la construction d'une salle de réunion. » Fin de citation. Soit la CVR manque qu'un arbre Igitongati y a été planté pour la mémoire du génocide contre les Tutsis de 88, devrions-nous toujours préciser, soit elle se contredit en affirmant que ce fut une découverte au hasard d'un terrassement. Comme on doit s'y attendre, il y a un vocabulaire approprié qui, s'il était utilisé systématiquement, réduirait au moins l'opacité des œuvres de cette commission qui pêche tant par les œuvres que par la façon dont elle les accomplit. Il faudra néanmoins préciser ici que notre objectif n'est pas de nous perdre dans une guerre terminologique. C'est plutôt pour que même ceux qui, comme nous, travaillent à la disqualification de la pseudo-CVR et de ses œuvres aient à leur disposition les outils nécessaires pour convaincre ceux qui, de l'intérieur comme de l'extérieur du Burundi, seraient encore tentés de soutenir cette commission. Dans ce même fil d'idées, nous attirons l'attention des lecteurs sur la dangerosité des titres du type, je cite, « Les fosses communes, preuve d'un crime », fin de citation. Alors que nous sommes d'accord que dans une fosse peuvent se trouver des victimes d'une crise, nous sommes loin d'accepter que tout creusement d'une fosse commune soit un acte criminel. Le cas de Bouguendana est là pour le démontrer. En effet, alors que les 648 victimes qui y reposent sont tombées en tant que victimes du crime des crimes, à savoir le génocide contre les Tutsis, l'aménagement de cette fosse en date du 22 juillet 1996 ne relevait nullement d'un acte criminel. Des titres, il faut reconnaître quand même qu'ils ne doivent pas toujours être enfants pour cacher une monstruosité. C'est le cas du sous-titre « Reportage » et de l'autre sous-titre « Marangara », reportage CVR, respectivement aux pages 3 et 4 de ce bulletin de la CVR numéro 9. C'est sous le couvert de ces soi-disant reportages que la pseudo-CVR, feignant de citer des témoins dont elle ne précise pourtant pas le nom ou le profil, et moins encore l'adresse, lance les bases des affirmations mensongères qu'on entendra plus tard dans les séances de témoignages ultérieures, comme ce que nous avons eu à vous rapporter dans notre bulletin du 31 janvier de cette année en cours. Ce que les rédacteurs de la pseudo-CVR ne parviennent pas à dissimuler complètement, c'est la profonde contradiction qui caractérise certaines de leurs affirmations. C'est par exemple le cas de ces soi-disant témoins dont on dit qu'ils ont vu l'administrateur communal à bord d'un hélicoptère de l'armée en train de mobiliser les Tutsis. À moins d'avoir pris part eux-mêmes dans cette mobilisation, ces soi-disant témoins ne peuvent à la fois affirmer la présence de l'administrateur dans l'hélicoptère et d'autre part les propos tenus par le concerné en divers endroits. Qu'en est-il des techniques de persuasion utilisées par les CVR dans ce numéro? À ce sujet, écoutons Jodalton Dolichim. Que dire donc des techniques de persuasion utilisées par la CVR dans ce numéro qui se veut spécial? À commencer par les illustrations, on remarque que la pseudo-CVR se piège en faisant la promotion des méthodes des génocidaires anti-Tutsis plutôt que d'autres choses. Par exemple, en affirmant que lors des fouilles, la CVR a exhumé les restes d'ossements de 20 personnes dont 9 crânes, et affirme indirectement qu'au moins 11 de ces personnes auraient été décapitées. Ce faisant, on se retrouve en train d'illustrer, sans s'en rendre compte peut-être, la manière de mise à mort prisée par les génocidaires anti-Tutsis, surtout avant leur acquisition des armes à feu à partir de 1994. À ce niveau, il est impératif de faire dialoguer d'autres sources afin d'aider les lecteurs de ce bulletin de la CVR à sortir de cette boîte fermée dans laquelle elles cherchent à les garder à tout prix. Pour comprendre, on est obligé de ramener à la surface la double perfidie qui caractérisait les méthodes enseignées par la Palipeutu à ses militants. Plus précisément, elle encourageait les tueurs à jeter les corps des victimes dans la rivière Akanyaru,
Ceci a été constaté même par des non-burundais réputés pourtant pour leur soutien au mouvement panhutiste anti-Tutsi. En exemple est l'ancien journaliste de la section Kirundi Kinyarwanda de la BBC, Ali Yusuf Mugenzi, dans son magazine Imvo Nimvano du 28 août 2011 et dont voici un extrait. Mu gihe u Rwanda rwakira ibihumbi by'impunzi z'abarundi abanyururu bo muri gereza nkuru y'u Rwanda bategetswe kujya kuri Nyabarongo kuroba imirambo yari yatawe mu Kanyaru. Ces propos se traduisaient en Kirundi comme Pendant que le Rwanda recevait des milliers de réfugiés burundais, ordre a été donné aux prisonniers de la prison centrale du Rwanda pour qu'ils aillent sur la Nyabarongo pêcher les cadavres de Burundais qui avaient été jetés dans la Kanyaru. Plutôt que procéder à une dissimulation ordinaire des preuves du crime, en jetant les corps des Tutsis dans les affluents du Nil, ces militants du Parti Hutu posaient un geste hautement significatif dans la sémiotique du génocide contre les Tutsis. Ils faisaient mine de les renvoyer à leurs origines, exactement comme l'enseignaient les héritiers de cette odieuse idéologie. De la même manière, le renouveau du 9 septembre 1988, un numéro spécial Nhega Marangara interroge une sœur Hutu de la paroisse Nhega qui confirme que les tueurs du Parti Hutu en voulaient aux Tutsis, mais aussi qu'ils n'ont pas hésité à faire sortir du couvent celles des victimes désignées qui étaient parvenues à s'y cacher. Ces faits sont authentifiés dans un ouvrage publié moins d'une année après le crime, soit en avril 1989. En effet, dans le livre intitulé « La crise d'août 1988 au Burundi » et coédité par les professeurs français Jean-Pierre Chrétien, André Gichaoua et Gabriel Lejeune, à la page 200, il y est bel et bien confirmé, entre autres choses, l'identité Hutu de cette nonne qui a témoigné sur ce massacre des Tutsis qui avaient trouvé refuge à la paroisse de Nhega. D'autre part, la pseudo-sévère se retrouve aussi en train de blanchir en les justifiant les Hutus qui ont tué leurs voisins Tutsis. C'est ce qu'elle fait à la page 4 quand elle fait allusion aux événements de 1972. C'est comme si elle donnait raison à ces tueurs car, selon toujours cette logique illogique de la pseudo-sévère, ils n'ont fait qu'une attaque préemptive. Malheureusement, pour cette pseudo-sévère qui encense des tueurs, il existe des tonnes de preuves, la plupart produites d'ailleurs par d'autres supporters de ces génocidaires anti-Tutsis. Ces sources montrent donc de façon fort précise que ces attaques contre les Tutsis découlaient de longues campagnes de mobilisation et de formation idéologique à l'adresse des Hutus. La plus connue parmi ces sources documentaires est l'infâme plan de guerre du Parti Hutu qu'on n'a plus besoin de vous expliquer. Enfin, même si on devait affirmer ce que nous avance cette pseudo-sévère, on ne peut pas manquer de souligner que quoi qu'elle fasse, elle ne parvient pas à effacer complètement les plans et autres pogroms que les génocidaires ont toujours mis en marche contre son peuple. Tenez par exemple, quand la pseudo-sévère écrit, toujours à la page 4, certains disent que ce sont des militaires qui sont venus venger les Tutsis, tués dans la commune Nhega en province Kirundo par les Hutus. Il est obligé de faire référence encore une fois à des tueries qui auront été exécutées contre les Tutsis. En d'autres mots, même si on devrait condamner la vengeance, on reste dans l'obligation d'identifier ce que les concernés vengeaient, à savoir les tueries des Tutsis. Et point n'est besoin de rappeler que toute tuerie est répréhensible. En somme, la boucle se ferme en mettant à nu une sévère qui avait pris une partie des auteurs d'un acte répréhensible, ce qu'il fallait démontrer. Merci Joe Dalton. Nous vous l'annoncions tout au début de cette semaine, les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 poursuit toujours son combat de défense des Tutsis menacés par la coalition des génocidaires de la sous-région, coordonnée par les armées congolaises et burundaises. Les détails avec Emmanuel Nkurunziza. Depuis quelques semaines, les combats ont repris avec plus d'intensité dans l'est de la RDC. Plusieurs médias internationaux indiquent que c'est à l'initiative des FARDC. Ce qui est marrant, c'est que cette fois-ci, nous n'entendons qu'une fraction des condamnations que nous enregistrons normalement de la part de ces mêmes médias, quand par exemple, les Lions de Sarambwe contre-attaquent pour défendre les populations Tutsis menacées. Au contraire, ce que nous lisons depuis quelques jours, ce sont des encouragements, parfois même des jubilations. Par exemple, des milices locales appuyées par des militaires congolais ont mené mercredi des attaques en plusieurs points de la province du Nord Kivu. Même si nous aurions aimé nous taire sur ce triomphalisme, nous ne sommes pas prêts à ignorer le silence complet sur la nature de ces milices locales qu'exhortent ces médias dits professionnels et neutres. En effet,
Outre qu'elles sont constituées en partie par des résidus des forces génocidaires rwandaises responsables du génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, il y a surtout leur mobilisation contre le peuple Tutsi, à laquelle ils ont ajouté le cannibalisme. Fait intéressant quand même, c'est que malgré ces jubilations malvenues, on n'oublie pas que s'attaquer au lion de Saramboué n'est pas une promenade de santé, loin s'en faut. C'est pour cela que dans ce genre de reportage, nous trouvons des bémols du type, je cite, « Surpassés dans le domaine terrestre par le M23, les forces de Kinshasa ont réussi à stabiliser leur ligne. » Fin de citation. Ça, c'est le Courrier international dans un article en ligne daté du 25 février 2026. Mais ce qui reste sidérant, c'est que même l'Organisation des Nations Unies a rejoint la cohorte dans la condamnation des défenseurs des Tutsis visés par un génocide qui ne s'est jamais estompé voilà bientôt 32 ans. En effet, comme on peut le lire sur son site web, en date du 26 février, l'ONU met en garde contre les violences extrêmes commises par le M23, pas un mot donc sur les atrocités commises par le FARDC, l'armée burundaise ou par les milices génocidaires locales. Ce n'est pas tout. On note aussi un silence presque total sur le nombre de plus en plus élevé de militaires burundais qui sont fauchés inutilement sur le front. À l'exception notable de quelques médias, le reste se contente de reprendre la rhétorique des adjuvants aux profiteurs de cette guerre génocidaire contre les Tutsis. Des fois, nous lisons par exemple la reprise des attaques a une signifiance plus économique que militaire, ou encore les forces armées congolaises sont décidées à porter la guerre dans les airs, etc., etc. Les vrais enjeux, cependant, sont les suivants. Oui, toute guerre, fût-elle celle du Congo, a des dimensions économiques et financières. Si elles n'en sont pas la cause, elles en sont sans nul doute les conséquences, et ce, après en avoir été le support, car, comme le rappelle si judicieusement l'adage, l'argent est le nerf de la guerre. Mais il faut y voir plus que cela. Il y a une réalité qui crève les yeux même aux aveugles, mais qui échappe complètement au chantre des régimes génocidaires en place au Burundi et en RDC. S'il y a eu reprise des combats, c'est qu'il y avait eu cessez-le-feu ou autre mécanisme. S'il y avait eu cessez-le-feu, c'est qu'il y avait eu combat avant, et s'il y a eu combat, c'est qu'il y avait eu la guerre, et s'il y avait eu la guerre, c'est qu'il y avait et qu'il y a encore une raison d'être de cette guerre. C'est cette dernière que nous gardons en perspective. Ce qui compte le plus, c'est la raison de cette guerre, à savoir les droits fondamentaux inaliénables même du peuple Tutsi de la RDC et par ricochet du monde entier, c'est-à-dire y compris celui du Burundi, un pays où c'est pourtant des génocidaires impunis et impénitents qui sont au pouvoir. Tant que les causes de cette guerre ne seront pas réglées et ce définitivement, il pourrait y avoir moult cessez-le-feu, arrêt de combat et que sais-je encore, il faudra s'attendre à la reprise de la guerre. Nous l'avons vu en 2013, nous l'avons revu en 2023. Merci Emmanuel. Et que nous aura révélé la reprise des combats dans l'est de la RDC suivant Joe Dalton Dolichim. Que nous aura révélé la reprise des combats dans l'est de la RDC, au même chapitre des nouvelles dans la guerre de protection du peuple Tutsi en RDC. Notons pour commencer que dans toute situation de conflit armé, la reprise des combats après la signature d'un accord ou d'une série d'accords reste la chose la plus prévisible, surtout quand on n'a pas touché aux racines du mal, comme l'a cessé de le rappeler Radio Chirimoso dans le cadre de la lutte menée par le M23 en RDC. Ce qui n'est pas ordinaire, c'est le martelage de l'actualité, si brûlante soit-elle, qui n'a pas d'incidence sur le fond du problème. C'est dans cette dernière catégorie que nous situons le traitement par certains confrères de l'information rapportant la mort du porte-parole du M23, le colonel Willy Ngoma, tombé sur le champ d'honneur le 24 février. Plus révélatrice aura été la façon dont cette nouvelle a été accueillie et plutôt commentée. Bref, à côté des jubilations, somme toute compréhensibles dans le camp ennemi, on aura vu des fausses indignations ici, des pleurs maladroitement simulés là-bas. Et surtout, des blagues prétendument anodines, mais dont la connotation ne laisse aucune équivoque, surtout quand ça vient d'individus marqués neutres par défaut. Il ne serait pas superflu de mentionner un aspect diplomatique qui s'est passé en Occident, plus précisément au Canada, à l'université Saint-Paul d'Ottawa, située comme indique le nom dans la capitale canadienne.
Bravant le froid de l'hiver canadien, qui reste, rappelons-le, l'un des plus durs dans le monde entier, des Congolais, Burundais et Rwandais se sont donné rendez-vous sur les 2 axes menant aux 2 entrées de la dite université, avec force pancarte et porte-voix. Soucieux de ne pas répondre à la violence par la violence, c'est-à-dire plutôt que d'aller mener leur manifestation à l'intérieur de l'amphithéâtre où se déroulait la conférence en question, ces Congolais, Burundais et Rwandais ont choisi de cibler la population canadienne dans cet exercice de communication. On est ici en tant que Burundo-Canadien, mais on est originaire du Burundi. Alors vous savez, dans la sous-région, les Tutsis, c'est comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre. C'est comme si on doit nous tuer. Si on va au Congo, on nous tue, on va au Burundi, on nous tue. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir quelque part où vivre? Les femmes sont violées, les hommes sont tués, tout le monde est réfugié, tout le monde est chassé de chez lui. Pour quelle raison? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre? C'est pour cette raison qu'on est ici. Parce qu'il y a ces gens qui ont été acceptés, qui ont eu le droit de parler comme, je ne sais pas, avec tous les honneurs, alors que vous le savez, qu'est-ce qui est en train de se passer chez eux. Je suis originaire du Burundi, je vous le dis. Vous avez vu les FDLR rentrer au Burundi. Vous savez ce qu'ils ont fait au Rwanda. Et qu'est-ce qu'ils vont faire chez nous? Aujourd'hui, on a écouté des audios quelque part où les Banyamulenge sont sortis des voitures. La seule raison, vous savez, quelles sont leurs fautes, c'est quoi? C'est juste leur visage. Comme si on avait choisi de naître. Les Banyamulenge sont encerclés, ils n'ont pas le droit de se faire soigner. Et notre pays, le Burundi, il contribue à ça. Et on est venu ici pour dire non. Et Mouyaya est ici pour donner un message qui est contraire. Il est en train de mentir, vous le savez. Alors on est là pour dénoncer cela. On n'a pas eu peur du froid. On n'a pas eu peur. Vous savez, il fait tellement froid. Vous avez vu les mamans qui sont ici? Tout le monde est là parce qu'on veut vivre. Une Burundaise qui a pris part à la manifestation. La manifestation a suivi la publication la veille d'une lettre ouverte produite par 4 associations communautaires burundais, des Rwandais et de Congolais du Canada. Cette lettre, tout en gardant le mérite d'avoir demandé au Canada de ne plus laisser des représentants d'un gouvernement génocidaire se pavaner sur son territoire, elle se caractérise cependant encore par un langage ambigu qui ne pointe pas du doigt les génocidaires d'une part et leurs actes ignobles d'autre part. Ainsi, par exemple, elle parle de crimes à caractère haineux, en lieu et place des appels ouverts à l'élimination des Tutsis, lancés moult fois par le même Patrick Muyaya, présent dans la capitale canadienne. On signalera enfin l'absence à ces manifestations des agents doubles du régime de génocidaire en place au Burundi. Dans les précédentes manifestations contre les génocidaires burundais, ces individus étaient traditionnellement caractérisés par leur implication profonde et leur présence aux avant-plans. Tel n'a donc pas été le cas cette année. Cela fait réfléchir. Et l'interprétation peut aller dans un sens comme dans un autre. Ou bien ils ont fini par savoir que pour ce Est du Burundi, ils ont bel et bien identifié pour ce qu'ils sont, ou alors leur engagement envers la RDC est d'une telle nature qu'elle serait en contradiction avec leur statut prétendu de militants de la cause Tutsi. C'est ici que s'achève notre bulletin du mois de février 2026. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et surtout, grand merci pour votre fidélité à la voix de Plus Jamais Ça. Un grand merci aussi à mes collègues Jodalton Dolichima et Emmanuel Gurunziza qui l'a préparé. Merci également à nos chers informateurs partout où ils se trouvent à travers le monde. Vous étiez avec Béatrice Nimbona.